J'avais l'habitude de me réveiller avec des douleurs au dos. Des années passées derrière un bureau de comptable avaient laissé leur marque. 68 ans, ce n'est pas rien. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. Un étrange sentiment de malaise flottait dans l'air, comme si la vieille maison voulait m'avertir. Les rideaux de la chambre se balançaient dans la brise et la lumière du soleil filtrait déjà à travers le motif de dentelle, dessinant des ombres fantaisistes sur le sol. J'ai attrapé la tablette sur ma table de chevet. Un cadeau de Pascal à Noël dernier. Martine, tu dois te tenir au courant, avait-elle dit. Pascal avait toujours été profondément pragmatique. Mes doigts, moins agiles avec les années, ont ouvert l'application de réseau social que je consultais chaque matin, principalement pour voir les photos des petits-enfants de mes quelques amis. Je faisais lentement défiler mon fil d'actualité quand mon cœur s'est soudainement arrêté. Une photo de mon fils en smoking avec une femme en robe de mariée. Édouard s'était marié sans moi. J'ai agrandi l'image. Il n'y avait aucun doute. La photo montrait Édouard et une femme blonde devant le palais de justice d'Aix-en-Provence. La légende disait « M et Madame Bernard, c'est enfin officiel ». Elle s'appelait Imogène, un nom étrange et prétentieux. Les mains tremblantes, j'ai posé la tablette. Une lourdeur s'est installée dans ma poitrine, sans rapport avec mon âge. Mon fils unique s'était marié, et je l'avais appris sur les réseaux sociaux. Pas d'appel, pas d'invitation, pas même un message. Rien. L'horloge de la cuisine indiquait 9 heures du matin alors que je me forçais à me lever et à faire du café. La tasse tremblait dans mes mains et un peu de liquide s'est renversé sur le comptoir. Le café était trop chaud, trop amer, mais je remarquais à peine le goût. Il y a 15 ans, mon mari, Robert, est mort d'une crise cardiaque, me laissant cette maison à Arles et le chalet de campagne qu'il avait construit de ses propres mains. Robert disait toujours que ce chalet était notre refuge du monde. L'endroit où Édouard a appris à pêcher et où nous passions chaque été. Maintenant, c'était le seul endroit où je pouvais encore sentir la présence de Robert. Le téléphone a sonné à 11h45 précise. La sonnerie que j'avais choisie pour Édouard était « Les lacs du Connemara », sa chanson préférée quand il était enfant. Même maintenant, après avoir vu la photo, mon cœur a fait un bond de joie traître. « Maman !» Sa voix semblait ne rien laisser paraître. « Édouard !» J'ai essayé de parler calmement. J'ai vu la photo. Un silence, puis « Ah oui !» Imogène et moi avons décidé de ne pas faire de grandes cérémonies. Tu sais ce que je pense des formalités. Je savais aussi qu'il n'aimait pas les formalités lorsqu'il avait manqué la remise de diplôme de Robert. Même si mon mari avait payé ses 4 années d'études. Il n'aimait pas les formalités quand il n'a pas assisté aux funérailles de son grand-père parce qu'il avait prévu un voyage à Las Vegas avec des amis. Tu aurais pu me le dire, fut tout ce que je pus articuler. Maman, ne commençons pas, d'accord ? Je t'appelle pour autre chose. Imogène et moi voulons passer notre lune de miel au chalet. Pas une demande, une affirmation, comme si c'était déjà décidé. Quand ? Ai-je demandé, sentant mes entrailles se nouer. La semaine prochaine, jeudi. Envoie-moi la clé. D'accord. Je passerai la prendre demain. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Édouard, j'ai besoin de réfléchir. Je comptais y aller le mois prochain. Maman. Sa voix avait pris ce ton particulier qu'il utilisait depuis l'enfance quand il voulait quelque chose. Affectueux, mais avec une pointe d'irritation, comme si ma résistance était un caprice ridicule. C'est notre lune de miel. Tu ne peux pas reporter tes projets ? Qu'est-ce qu'une femme de ton âge ferait seule là-bas ? Une femme de mon âge ? Comme si j'avais un pied dans la tombe. Je veux juste un peu de temps pour... Maman, m'interrompit-il. Tu compliques toujours tout. Donne-nous simplement les clés. La maison est vide la plupart de l'année de toute façon. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Vide. Comme si la maison dans laquelle Robert avait mis tant de temps et d'amour n'était qu'un espace vide attendant qu'Édouard daigne lui rendre visite. J'y réfléchirai et je te rappellerai, dis-je finalement. Il soupira, ne cachant pas sa déception. D'accord, mais ne traîne pas. Imogène est déjà en train de prévoir ce qu'elle va emporter. Après son appel, je suis restée longtemps assise à la table de la cuisine, regardant par la fenêtre le jardin où les roses de Robert poussaient autrefois. Maintenant, il n'y avait que des mauvaises herbes. Je n'avais pas l'énergie de m'occuper du jardin, et je ne pouvais me résoudre à engager un jardinier. Cela me semblait une trahison. Édouard avait 22 ans quand Robert est mort. Au lieu de me soutenir, il a exigé sa part de l'héritage.
Papa voudrait que je lance ma propre entreprise, a-t-il dit. Et je lui ai donné presque toutes mes économies. L'entreprise a duré 7 mois. Puis il y a eu le prêt pour la voiture qu'il ne pouvait pas rembourser. De l'argent pour un acompte sur un appartement. Un prêt pour une autre idée d'entreprise. J'ai toujours donné. J'ai toujours cru que cette fois, il grandirait. Serait responsable. Robert dirait que je l'ai gâté. Mais Robert n'était plus là et j'avais peur de perdre mon unique enfant. Il y a 5 ans, quand Édouard a eu 33 ans, j'ai finalement commencé à poser des limites. J'ai refusé de payer sa carte de crédit. Je ne lui ai pas donné d'argent pour une nouvelle voiture quand il a détruit la précédente en conduisant ivre. Après cela, notre relation est devenue encore plus tendue. Il appelait moins souvent, ne venait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, et maintenant il se marie sans m'inviter. Et la première chose qu'il a faite après, c'est de réclamer les clés de la maison. La sonnette retentit, me tirant de ma rêverie. Sur le seuil se tenait Pascal Dubois, ma voisine et ma seule véritable amie à Arles. Elle tenait un panier de muffins aux myrtilles. J'en ai fait trop, sourit-elle. Je me suis dit que tu pourrais en partager avec moi. Pascal n'en faisait jamais trop. Elle savait juste quand j'avais besoin de compagnie. Entre. Je me suis écartée pour la laisser entrer. Un café. Avec plaisir. Nous nous sommes installés à table et je lui ai parlé du mariage et de l'appel d'Édouard. Pascal a écouté sans m'interrompre. Seuls ses yeux bruns se sont rétrécis au fur et à mesure que je parlais. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle quand j'eus fini. J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Probablement lui donner les clés. Que puis-je faire d'autre? Pascal a posé sa tasse sur la table avec un bruit sec. Que peux-tu faire d'autre? Martine, combien de temps vas-tu le laisser te traiter comme un distributeur de billets? Cette maison est à toi. Tu n'as pas à la leur donner pour leur lune de miel. Surtout après qu'il ne t'ait même pas invité au mariage. C'est mon fils, répondis-je doucement. Oui, et il en profite depuis toujours. Pascal se pencha plus près. Tu te souviens quand tu t'es cassé le poignet il y a 3 ans? Qui t'a conduite chez le médecin? Ah oui, où était Édouard? Trop occupé au travail. Même si nous savons toutes les deux qu'il est entre deux. Emploi la plupart du temps. Je ne pouvais pas le contester. C'était la vérité. Je ne voulais tout simplement pas compliquer davantage notre relation. Quelle relation? Martine. Pascal secoua la tête. Il ne se montre que quand il veut quelque chose. Ce n'est pas une relation. C'est du parasitisme. Ces mots étaient cruels mais justes. Je ne pouvais pas l'admettre à voix haute, cependant. J'ai besoin d'y réfléchir, dis-je. Pascal soupira, mais n'insista pas. Elle me connaissait trop bien. Souviens-toi juste que tu mérites le respect, même de ton propre fils. Surtout de ton propre fils. Quand elle est partie, je suis montée à l'étage et j'ai sorti une vieille boîte à photos du placard. Voici Édouard à 5 ans, souriant avec une dent de devant en moins. Le voici à sa remise de diplôme du lycée, si beau dans son costume. Et nous voici tous les trois, moi, Robert et Édouard, en train de pêcher au lac près du chalet. Édouard avait 12 ans sur cette photo. Robert lui apprenait à lancer une canne. Ils se tenaient côte à côte, et le soleil créait un halo doré autour d'eux. C'était l'un des derniers moments vraiment heureux dont je me souvienne. Après ça, Édouard est entré dans l'adolescence et tout a changé. Il est devenu distant, impoli, exigeant. Robert a essayé d'être strict, mais j'intervenais toujours, défendant mon fils. Tu le gâtes trop, Martine, disait Robert. Un jour, nous ne pourrons plus le protéger des conséquences de ses actes. J'ai passé mes doigts sur la photo, sur le visage de Robert. Que dirait-il maintenant? Que ferait-il s'il était à ma place? Je connaissais la réponse. Robert ne laisserait jamais Édouard le manipuler. Il aimait son fils, mais il croyait aussi en la responsabilité et le respect. Soudain, j'ai senti de la colère. Pas une colère chaude et fulgurante, mais une colère froide et silencieuse qui montait lentement des profondeurs de mon être. La colère contre Édouard pour m'avoir si facilement écarté. La colère contre moi-même pour avoir laissé cela se produire pendant des années. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro d'Édouard, mais j'ai ensuite changé d'avis et annulé l'appel. Non, c'était trop tôt. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour peser mes options. Je ne voulais pas prendre de décision sous le coup de la colère, mais je ne voulais pas non plus céder à nouveau. J'ai remis les photos dans la boîte, mais j'ai laissé celle de nous trois sur la table de chevet.
Peut-être que Robert m'aiderait à trouver la force de faire ce qui était juste, même si cela faisait mal. Une femme devrait pouvoir se défendre, même si cette femme a 68 ans et affronte son propre fils. Le matin, je me suis réveillée avec une sensation de lourdeur dans la poitrine. Les rayons du soleil filtraient à travers les fins rideaux, mais n'apportaient pas le réconfort habituel. Édouard devait passer aujourd'hui pour prendre les clés, et je ne savais toujours pas quoi lui dire. Les vieilles lattes du plancher craquaient sous mes pieds alors que je descendais à la cuisine. Cette maison d'Arles, où Robert et moi avions vécu pendant près de 40 ans, avait tout vu. La naissance d'Édouard, nos disputes et nos réconciliations, la maladie de Robert et ses derniers jours. Parfois, j'avais l'impression que les murs avaient absorbé notre histoire, et si l'on écoutait attentivement, on pouvait entendre les échos du passé. J'ai préparé du thé et me suis assise près de la fenêtre, regardant la rue où un jeune voisin livrait les journaux. Il me rappelait Édouard enfant. La même démarche énergique, la même mèche de cheveux rebelles. Mon cœur s'est serré au souvenir. Édouard était un enfant merveilleux, curieux, affectueux, toujours souriant. Robert l'adorait, passait des heures avec lui dans l'atelier, lui apprenant à travailler avec les outils. Ce garçon a des mains en or, disait-il avec fierté quand Édouard a assemblé son premier jouet en bois. Tout a changé quand Édouard a eu 13 ans. La spontanéité enfantine a laissé place à la morosité adolescente. Il a commencé à répondre, à sécher les cours, à traîner avec des amis douteux. Robert a essayé d'être strict, d'établir des règles, de limiter son argent de poche, d'exiger de savoir où et avec qui Édouard passait son temps. Je ne supportais pas de voir mon garçon souffrir. Chaque fois que Robert le punissait, j'annulais secrètement la punition. Quand Édouard n'a pas eu le droit d'aller à un concert à cause de ses mauvaises notes, je lui ai donné de l'argent pour un billet et j'ai menti à Robert en disant qu'il était chez un ami. Quand il a cassé la fenêtre d'un voisin et que Robert l'a obligé à réparer les dégâts, je l'ai remplacé pendant que mon mari était au travail. Tu lui rends un bien mauvais service, Martine, m'a dit un jour Robert, me surprenant dans une nouvelle tentative de disculper mon fils. La vie ne sera pas tendre avec lui. Et plus tôt il le réalisera, mieux ce sera. Mais je n'écoutais pas. J'étais sûre que je protégeais mon enfant, que mon amour l'aiderait à devenir une meilleure personne. J'avais tort. Édouard a à peine obtenu son bac, a abandonné l'université après sa première année. Ce n'est pas pour moi, a-t-il déclaré. Et j'ai accepté cette explication même si je connaissais la vérité. Il ne voulait tout simplement pas faire d'efforts. Robert a insisté pour que son fils trouve un travail et paie son loyer. Mais je l'ai supplié de le laisser vivre avec nous jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Mais Édouard n'était pas pressé de se remettre sur pied. Il changeait d'emploi comme de chemise, ne restant jamais plus de quelques mois. On ne l'appréciait pas. Son patron le harcelait. Ses collègues étaient jaloux. Il y avait toujours une raison pour laquelle il n'avait pas de chance. Et je croyais chaque mot. Robert est mort subitement. Une crise cardiaque au travail. Il n'avait que 59 ans ce jour-là. J'ai perdu non seulement mon mari, mais aussi la boussole qui avait guidé notre famille. Édouard avait 22 ans et j'espérais que la tragédie le forcerait à grandir, à prendre ses responsabilités. Une semaine après les funérailles, il est venu me voir avec un plan d'affaires. Un magasin d'articles de sport, c'est ce qu'il voulait faire. Papa a toujours cru en moi, a dit Édouard. Il voudrait que je me développe. Je lui ai donné presque toutes mes économies, 120 000 €. Robert les avait économisés pendant 20 ans, pour notre vieillesse. Tu es sûr ? A demandé Pascal quand je lui ai parlé de ma décision. Édouard n'a jamais mené un projet à terme. Mais j'étais sûre. Je croyais que c'était la chance de mon fils de commencer une nouvelle vie, de devenir un homme dont Robert pourrait être fier. Le magasin a fermé au bout de 7 mois. Édouard a attribué cela à des conditions économiques défavorables et à des fournisseurs peu scrupuleux. Aucune mention du fait qu'il se présentait rarement au magasin, confiant la gestion à un ami inexpérimenté, ni du fait qu'il a vendu la moitié de la marchandise à des amis à prix coûtant. Ensuite, il y a eu le restaurant qui a duré 5 mois. Un service de livraison qui a fait faillite en 3. Une boutique en ligne qui n'a jamais ouvert. Chaque fois, il trouvait une nouvelle idée. Chaque fois, il promettait que maintenant, ça allait marcher. Et chaque fois, je lui donnais de l'argent, qui se faisait de plus en plus rare. Je soupirais et posais la tasse. Une voiture passa devant la fenêtre. Le vieux pick-up de Pascal. Elle m'a fait un signe et j'ai répondu. Pascal était la seule à me dire la vérité, même quand je ne voulais pas l'entendre. Il t'utilise, Martine, disait-elle.
Tu ne l'aides pas. Tu l'affaiblis. Je me suis levée et je me suis dirigée vers le buffet où je gardais les clés du chalet. Une petite clé en argent sur un porte-clés en forme de poisson. Robert l'avait fabriquée lui-même lorsque nous avions acheté le terrain pour construire notre petit refuge, appelait-il le chalet qu'il avait construit de ses propres mains sur le bord d'un lac à 60 kilomètres de la ville. Nous y passions tous nos étés. Robert pêchait. Je lisais des livres sur la véranda. Édouard nageait et explorait les bois. C'étaient des temps heureux. Avant la rébellion adolescente, avant les disputes, avant les déceptions. Après la mort de Robert, j'y suis rarement allé. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Mais je ne pouvais me résoudre à vendre la maison. C'était le dernier lien avec Robert, le dernier endroit où je sentais sa présence. Et maintenant, Édouard voulait y passer sa lune de miel avec une femme que je n'avais jamais rencontrée, après un mariage auquel je n'avais pas été invitée. Je serrai la clé dans la paume de ma main. Non, c'était mal. Je devais y aller seule d'abord. Je devais savoir si j'étais prête à renoncer à ce morceau de mon cœur. La décision est venue soudainement. J'irai ce soir, j'y passerai un jour ou deux, je rassemblerai mes pensées loin des appels téléphoniques et des visites importunes. Il n'a pas fallu longtemps pour faire mes bagages, quelques vêtements de rechange, des articles de toilette, un livre que je voulais lire depuis longtemps. J'ai laissé un mot à Pascal pour qu'elle ne s'inquiète pas, et je suis sortie vers la voiture. Ma vieille Peugeot n'a pas démarré du premier coup, comme si elle partageait mes doutes. Mais le moteur a démarré en douceur, et je suis partie. La route vers le chalet serpentait entre les collines, passant devant des champs et de rares fermes. J'ai allumé la radio. Une vieille chanson que Robert et moi aimions passait. Même l'univers semblait soutenir ma décision. Le chalet est apparu au milieu des pins, tel qu'il était dans mes souvenirs. En bois, avec une large véranda et un toit en pente. Robert appelait ce style un chalet de montagne, bien que les vraies montagnes soient loin d'ici. Je me suis garée et je suis restée assise quelques minutes, regardant la maison. Combien de travail Robert y avait mis. Combien d'amour, chaque poutre, chaque planche avait été installée de ses mains. Il avait travaillé ici tous les week-ends pendant 2 ans, transformant un terrain vague en un nid familial confortable. Finalement, je suis sortie de la voiture et je suis montée sur le porche. Les planches craquaient sous mes pieds. Quelques-unes devaient être remplacées. Robert surveillait toujours ce genre de choses. Je ne l'avais pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard. La clé a tourné facilement et la serrure. Robert huilait régulièrement toutes les charnières et serrures. Ça sentait le bois et la poussière à l'intérieur, mais pas l'humidité, ce qui signifiait que le toit ne fuyait pas, et c'était une bonne chose. J'ai ouvert les fenêtres, laissant entrer l'air frais et la lumière du soleil. Des flocons de poussière tourbillonnaient dans la lumière du soleil comme de minuscules danseurs. J'ai passé la main sur la table en bois que Robert avait fabriquée à partir d'un seul morceau d'érable, lisse, chaude, même maintenant. Dans le coin du salon se trouvait un vieux fauteuil à bascule, l'endroit préféré de Robert. Combien de soirées avait-il passé ici, se balançant et regardant le feu dans la cheminée. Parfois avec un livre, parfois avec un verre de whisky, parfois simplement plongé dans ses pensées. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil et j'ai eu l'impression qu'il me serrait dans ses bras. De là, j'avais une vue sur le lac à travers une grande fenêtre. L'eau scintillait au soleil, aussi calme et claire que lors de nos meilleurs jours. Il y avait des photos sur le manteau de la cheminée, moi, Robert, Édouard à différentes années. Ici, nous célébrons l'achèvement de la maison avec du champagne et des sourires. Voici Édouard, 8 ans, tenant fièrement son premier poisson qu'il ait jamais pêché. Voici Robert et moi pour notre 20e anniversaire de mariage, dansant ici même dans le salon. J'ai pris cette photo. Nous avions l'air si heureux, si amoureux. Robert me regardait avec une tendresse que je ne remarquais pas toujours dans l'agitation de la vie quotidienne. C'était un homme bon, honnête, travailleur, fiable, pas parfait, bien sûr. Têtu, parfois trop moralisateur, mais il ne m'a jamais laissé tomber, ne m'a jamais trahi. Contrairement à Édouard. J'ai remis la photo à sa place et je me suis levée du fauteuil. Je devais vérifier le reste de la maison, m'assurer que tout était en ordre. La cuisine était telle que nous l'avions laissée la dernière fois. La vaisselle dans les placards, la vieille cuisinière, le réfrigérateur qui bourdonnait comme un tracteur, mais fonctionnait correctement. Robert avait voulu le remplacer avant de mourir, mais n'en avait pas eu le temps. J'ai ouvert la porte de la cave et allumé la lumière. C'était l'atelier de Robert, un établi. Des outils soigneusement accrochés au mur.
Des projets inachevés. Je n'étais pas descendu ici depuis sa mort, et l'odeur de bois et d'huile de machine a ravivé une nouvelle vague de souvenirs. Robert rêvait d'apprendre à Édouard tout ce qu'il savait faire lui-même. Enfant, son fils aimait passer du temps dans l'atelier, mais il a ensuite perdu tout intérêt. J'ai d'autres talents, papa, a-t-il dit, et Robert n'a pas insisté, même si je pouvais voir la déception dans ses yeux. J'ai passé la main sur l'établi, sur les outils. Certains commençaient à rouiller. Robert n'aurait jamais laissé cela se produire. Il prenait soin de ses affaires comme si elles étaient des êtres vivants. Une fois à l'étage, j'ai continué ma tournée. Il y avait 2 chambres dans la maison, celle de Robert et moi et celle d'Édouard. J'ai d'abord regardé dans la chambre de mon fils. Rien n'avait changé ici depuis qu'il avait 15 ans. Un poster d'un groupe de rock sur le mur, une étagère de romans d'aventure qu'il avait cessé de lire au lycée, un modèle réduit d'avion que lui et Robert avaient construit ensemble. Je me suis assise sur le lit. Ici, mon fils avait passé tant de jours heureux. Ici, il était l'enfant que j'aimais inconditionnellement. Quand est-ce que tout a mal tourné? Où ai-je fait une erreur? Peut-être que Robert avait raison. Peut-être que je l'avais trop gâté, trop protégé des conséquences de ses actes. Peut-être que mon amour maternel aveugle l'avait rendu ainsi. Égoïste, irresponsable, convaincu que le monde devait s'adapter à lui. Je me suis levée et je suis allée dans ma chambre avec Robert. Elle était vide. J'avais emporté la plupart de ses affaires après sa mort. Il ne restait que le lit, la commode et la table de chevet. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit. Il y avait le livre que Robert avait lu lors de sa dernière visite ici. Un roman policier avec un marque-page à la page 123. Il n'a jamais su comment l'histoire se terminait. Il y avait une enveloppe à côté du livre. Je l'ai sortie et me suis assise sur le lit. À l'intérieur se trouvait une lettre, la dernière que Robert m'avait écrite avant de mourir. Il l'avait laissée ici pour notre anniversaire pour que je la trouve plus tard. Mais il a eu une crise cardiaque ce soir-là, et je n'ai découvert la lettre qu'1 mois plus tard, lorsque j'ai enfin trouvé la force de venir au chalet. Ma chère Martine, écrivait-il, il y a 25 ans, tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde en acceptant d'être ma femme. Chaque jour avec toi a été une bénédiction. Même quand nous nous disputions, surtout quand nous nous réconcilions. Tu m'as donné un fils, un foyer, une vie dont je ne pouvais que rêver. Je ne suis pas très douée pour mettre des mots sur les sentiments, tu sais, mais je veux que tu saches que tu es la lumière de ma vie, mon étoile polaire, mon roc. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que tu es plus forte que tu ne le penses. Tu peux faire face à tout ce que la vie met sur ton chemin. Je crois en toi. Toujours. Avec tout mon amour, ton Robert. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, sentant les larmes me monter aux yeux. Il croyait en moi. Il croyait que je pouvais le faire. Et qu'ai-je fait? J'ai permis à mon fils de me manipuler. J'ai dilapidé les économies que Robert avait si durement gagnées. J'ai laissé Édouard devenir un homme dont Robert ne pourrait pas être fier. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai remise dans l'enveloppe. Puis je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé le lac. Le soleil commençait à se coucher, colorant l'eau d'or. Combien de fois Robert et moi étions-nous restés ici, blottis l'un contre l'autre, à regarder des couchers de soleil comme celui-ci. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas donner cette maison à Édouard et à sa femme. Pas pour une lune de miel, ni pour quoi que ce soit d'autre. C'était la dernière chose qui me restait de Robert, le dernier endroit où je sentais sa présence. Je ne pouvais pas laisser cet endroit être souillé par la présence de personnes qui ne l'appréciaient ni lui, ni moi. Mais comment le dire à Édouard? Comment lui expliquer que pour la première fois depuis des années, je faisais passer mes sentiments avant ses désirs? Je n'avais pas la réponse. Mais j'étais sûre d'une chose. Cette maison resterait la mienne. En souvenir de l'homme qui m'a vraiment aimée, et pour me rappeler que je devais être plus forte. Je ne savais pas encore quoi faire, mais la décision était prise. Maintenant, je devais trouver un moyen de le faire savoir à Édouard. Je suis rentrée du chalet tard cette nuit-là. La fatigue pesait sur mes épaules, mais la détermination née au bord du lac me donnait de la force. La maison était fraîche et silencieuse. J'ai allumé la lumière dans le couloir et j'ai remarqué le voyant clignotant du répondeur. 3 messages. Le premier était de Pascal. Martine, je suis passée cet après-midi, mais tu n'étais pas là. J'espère que tout va bien. Appelle-moi quand tu rentres. Le deuxième était de mon médecin, me rappelant un contrôle de routine mercredi prochain. Le troisième était d'Édouard. Maman, j'ai appelé plusieurs fois sur ton portable, mais tu ne réponds pas.
Imogène et moi passons demain vers 10 heures pour prendre les clés. S'il te plaît, sois à la maison. Mon cœur s'est serré. Je n'étais pas prête pour cette conversation. Pas maintenant, alors que les émotions étaient encore si vives. Mais apparemment, je n'avais pas le choix. Je suis montée dans la chambre, j'ai pris une douche et je me suis couchée. Mais le sommeil ne venait pas. Mon esprit tourbillonnait de bribes de pensées, de souvenirs, de doutes. Que dirait Édouard quand je lui dirais non? Comprendrait-il mes sentiments, ou serait-ce une autre fissure dans notre relation? Et devrais-je m'en soucier après la façon dont il m'a traité? Je me suis assoupie vers le matin, mais j'ai été réveillée par le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. L'horloge indiquait 8h45. Édouard était arrivé en avance. Typique de lui, toujours à changer les plans à la dernière minute pour s'arranger, sans penser aux autres. Je me suis habillée à la hâte, j'ai passé un peigne dans mes cheveux gris et je suis descendue. Par la fenêtre du salon, j'ai vu 2 personnes sortir d'un VUS noir brillant. Édouard et une jeune femme aux cheveux platine. Imogène était exactement comme je l'avais imaginé, mince, habillée à la mode, avec des traits froids. La sonnette a retenti alors que j'étais à mi-chemin de la porte. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert. Maman. Édouard s'est avancé et m'a serré dans ses bras. Son eau de Cologne, trop forte pour le petit matin, m'a fait reculer. Nous sommes arrivés en avance. J'espère que ça ne te dérange pas. Bien sûr que non. Ai-je forcé un sourire? Entrez. Ils sont entrés dans la maison, Édouard avec assurance. Imogène regardant curieusement autour d'elle, comme si elle évaluait les lieux. Mère, voici Imogène, ma femme, a dit Édouard avec fierté dans la voix. C'est un plaisir, Madame Bernard, a dit Imogène en tendant la main. Sa voix était aiguë avec un accent parisien prononcé. Édouard m'a tant parlé de vous. Mais pas assez pour m'inviter au mariage, ai-je pensé, mais j'ai dit à voix haute. De même, Imogène, et s'il vous plaît, appelez-moi Martine. Nous sommes allés dans la cuisine où je leur ai offert du café. Édouard a accepté immédiatement, mais Imogène a refusé, invoquant une intolérance à la caféine. Alors, maman, commença Édouard alors que je posais la tasse devant lui. Es-tu prête à nous donner les clés du chalet? Nous prévoyons de partir demain. Imogène a pris 2 semaines de vacances et nous voulons profiter de chaque jour. Je me suis assise en face d'eux, les mains jointes devant moi. Édouard, je suis allée au chalet hier. Oh, vraiment? Il avait l'air surpris. Pourquoi? Tout va bien là-bas? Oui, tout va bien. J'avais besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi? Il fronça les sourcils. On en a parlé au téléphone. On a besoin de la maison pour la lune de miel. Nous n'en avons pas discuté, Édouard. Tu m'as informé de ta décision. Tu ne m'as même pas demandé si cela me convenait. Édouard soupira d'irritation. Maman, tu recommences. Quel inconvénient pourrait-il y avoir? La maison est vide la plupart de l'année. Cela ne veut pas dire qu'elle est disponible à la dernière minute. J'ai essayé de parler calmement, mais je sentais ma voix trembler. Écoutez, Martine, intervint Imogène, posant sa main sur le poignet d'Édouard comme pour le retenir. Nous nous rendons compte que c'était un peu soudain, notre mariage et tout, mais nous aimerions vraiment passer notre lune de miel dans ce bel endroit dont Édouard nous a tant parlé. Son ton était doux, presque insinuant, mais ses yeux restaient froids et calculateurs. J'apprécie vos sentiments, répondis-je. Mais cette maison signifie beaucoup pour moi. Mon mari l'a construite de ses propres mains. Nous serons très prudents, m'assura Imogène avec le même faux sourire. Pas de fête, je le promets. Ce n'est pas ça, secouai-je la tête. C'est juste. Maman, interrompit Édouard, sa voix se durcissant. Soyons honnêtes. Tu te rends compte que tôt ou tard, cette maison sera à moi de toute façon. Je suis ton seul héritier. Quelle différence cela fait-il que je l'utilise maintenant ou après? Tu sais. Ces mots m'ont frappé comme une gifle en plein visage. Après ta mort, c'est ce qu'il n'a pas osé dire. C'est comme ça que tu le vois. J'ai senti une boule dans ma gorge, comme un héritage anticipé. Ne déforme pas mes propos. Grimaça Édouard. Je dis juste que la maison me reviendra un jour de toute façon. Et Imogène et moi avons pensé que ce serait l'endroit parfait, non seulement pour notre lune de miel, mais pour nos futurs week-ends, nos vacances d'été. Peut-être même que nous y déménagerons définitivement. C'en était trop. Il ne voulait pas seulement utiliser la maison.
Ils planifiaient déjà leur avenir là-bas, se partageant ma vie, mes souvenirs, l'héritage de Robert comme s'il s'agissait simplement d'un bien immobilier, d'un actif à s'approprier. Édouard, je ne suis pas mourante, dis-je doucement. Et tant que je serai en vie, c'est moi qui déciderai qui utilise cette maison. Oh, allez, il a agité les mains. Tu as 68 ans. Tu peux à peine t'occuper de cette maison, encore moins d'un chalet. Quand y es-tu allé pour la dernière fois avant hier? Il y a 1 an? 2. Peu importe. Si, ça importe, maman. Sa voix s'est élevée. La maison est à l'abandon, elle tombe en ruine. Imogène et moi pourrions lui donner une nouvelle vie. La rénover. La redécorer. Rénover. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Tu veux changer la maison que ton père a construite de ses propres mains? Imogène se pencha en avant, son sourire encore plus large. J'ai une formation en décoration d'intérieur. J'ai déjà esquissé quelques idées. Un plan ouvert, une cuisine moderne, peut-être même une extension côté lac. Ce serait absolument magnifique. Je les ai regardés, n'en croyant pas mes oreilles. Il prévoyait de redessiner la maison de Robert, d'effacer son travail, son héritage. De transformer le lieu de nos souvenirs heureux en un chalet chic de magazine. Non, dis-je, et ma propre voix me parut étrangère. Je ne vous donne pas les clés. Édouard me regarda, son visage devenant lentement rouge. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Ça veut dire que je ne vous donne pas la maison. Ni pour la lune de miel, ni pour quoi que ce soit d'autre. Tu ne peux pas faire ça. Il a frappé du poing sur la table, faisant rebondir les tasses. Cette maison appartient à notre famille. J'y ai autant droit que toi. Non, Édouard, secouai-je la tête. Légalement, la maison m'appartient, et je décide de ce que j'en fais. Ce n'est pas juste, il criait presque. Tu te venges simplement de ne pas t'avoir invité au mariage. C'était notre décision, et nous avions le droit de la prendre. Oui, vous aviez ce droit, acquiesçai-je. Tout comme j'ai le droit de décider à qui je donne les clés de ma maison. Imogène posa la main sur l'épaule d'Édouard comme pour le rassurer, mais son regard devint dur. Martine, je ne pense pas que vous compreniez la situation. Nous avons déjà réservé des vacances, annulé d'autres projets. Nous ne pouvons pas simplement annuler. Je suis désolé pour le dérangement, dis-je. Mais ma décision est finale. Édouard s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. Tu as toujours été comme ça, toujours à tout contrôler, toujours à me dire quoi faire. Même quand papa essayait de me donner ma liberté, tu t'ingérais toujours. Je me suis figée, frappée par l'injustice de ces paroles. C'est moi qui contrôlais? Moi qui avais passé ma vie à le combler, à le protéger des conséquences de ses actes, à lui donner de l'argent pour tous ses caprices. Édouard, dis-je doucement, toi et moi savons que ce n'est pas vrai. Je t'ai toujours soutenu. Même quand tu as fait des erreurs, même quand tu as dilapidé les économies que ton père avait mis 20 ans à économiser. N'ose pas mêler papa à ça. Son visage se crispa de colère. Il ne me ferait jamais ça. Tu as raison. Je me suis levée, me sentant étrangement calme. Il ne ferait pas ça. Il aurait fait quelque chose de bien plus dur. Il t'aurait dit la vérité. Que tu agis comme un enfant gâté qui pense que le monde devrait tourner autour de lui. Imogène se leva aussi, souriant avec effort. Je pense que nous avons tous besoin de nous calmer un peu. Martine, pourquoi n'y réfléchissez-vous pas encore quelques jours? Je suis sûre que nous pouvons trouver un compromis. Sa fausse amabilité fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Non. Pas de compromis. Je vous demande à tous les deux de quitter ma maison. Édouard me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Tu vas le regretter, maman. Je te le jure. Peut-être, dis-je. Mais c'est ma décision. Ils sont partis en claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. J'ai entendu Édouard jurer en montant dans la voiture, le moteur rugissant alors qu'il s'éloignait. Je me suis laissé tomber sur ma chaise, sentant mes mains trembler. De toute ma vie, je n'avais jamais tenu tête à mon fils de cette façon. Toujours à céder, toujours à faire des compromis, toujours à sacrifier mes propres intérêts pour les siens. Et maintenant, à 68 ans, j'avais enfin dit non. Étrangement, au lieu de la culpabilité et du regret, j'ai ressenti un soulagement. C'était comme si le lourd fardeau que je portais depuis des années était enfin tombé de mes épaules. Je suis restée assise comme ça pendant près d'1 heure, absorbée dans mes pensées,
jusqu'à ce qu'un appel téléphonique me tire de ma rêverie. C'était Pascal. Martine, ça va? J'ai vu Édouard et une femme partir de chez toi. Il avait l'air vraiment en colère. Je lui ai raconté notre conversation, les projets d'Édouard et d'Imogène pour la maison, mon refus. Fier de toi, mon ami, a dit Pascal quand j'ai eu fini. J'aurais dû le remettre à sa place il y a longtemps. Je me sens étrange, Pascal. Comme libéré. C'est ce que tu es censé ressentir quand tu arrêtes de laisser les autres t'utiliser, fit-elle une pause, puis ajouta. Tu sais, mon neveu Nicolas et sa femme cherchent une maison au bord d'un lac depuis un moment. Ils m'ont demandé l'année dernière si ton chalet était à vendre. Je me suis figé, ces mots résonnant dans ma tête. Vendre la maison, dis-je à voix haute. Juste une idée, ajouta rapidement Pascal. Je sais combien elle compte pour toi. C'est vrai. Mais est-ce que cela comptait au point de provoquer un conflit constant avec Édouard? De vivre dans la peur qu'un jour, lui et sa femme débarquent et fassent à leur guise? De penser à la scène d'aujourd'hui à chaque fois que j'y vais. Pascal, ton neveu, est-ce qu'il respecte les vieilles maisons? Il ne va pas tout reconstruire. Nicolas. Pascal Harry. Il est restaurateur de bâtiments historiques. Il se couperait un bras plutôt que de ruiner une belle vieille maison. Et sa femme Hélène est jardinière. Elle rangerait la propriété, mais en garderait le caractère. J'ai fermé les yeux, imaginant le chalet entre les mains de personnes qui apprécieraient son histoire, son âme. Des gens qui le verraient non pas comme un simple actif ou un accessoire de mode, mais comme une maison de caractère créée par des mains aimantes. Pascal. Pascal, peux-tu me donner leur numéro? Bien sûr. Je pouvais entendre la surprise dans sa voix. Tu penses sérieusement à vendre? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement, mais je veux leur parler. Nicolas et Hélène Dubois sont arrivés le soir même. C'était un couple agréable d'âge moyen. Il était grand, avec une barbe soignée et des yeux attentifs. Elle était petite, avec des taches de rousseur et un sourire chaleureux. Ils ont écouté attentivement mon histoire, sans m'interrompre, sans montrer d'impatience. Je comprends à quel point cette maison compte pour vous, Madame Bernard, a dit Nicolas quand j'ai eu fini. Et si vous décidez de la vendre, nous vous promettons de la traiter avec le même respect que votre mari. Nous n'en changerons pas l'essence, a ajouté Hélène. Pas de plans ouverts ni de rénovation tapa accent grave-l'œil. Nous pourrions mettre à jour la plomberie et l'électricité si nécessaire, mais nous en garderions l'esprit. Je les ai regardés et j'ai senti qu'ils étaient sincères, qu'ils voyaient la maison non pas comme une simple structure, mais comme un lieu avec une histoire, une âme. J'aimerais vous montrer la maison avant de prendre une décision finale, dis-je. Bien sûr, a acquiescé Nicolas. Quand cela vous arrangerait-il? Demain, ai-je suggéré, surprise de ma propre détermination. Nous avons convenu de nous retrouver au chalet à 11h du matin. Quand ils sont partis, je me suis senti étrangement calme. C'était comme si une voix intérieure me disait que j'étais sur la bonne voie. Le lendemain, il faisait clair et chaud. Le chalet était baigné de soleil lorsque nous sommes arrivés. J'ai observé Nicolas et Hélène alors qu'ils regardaient la maison. Ils se déplaçaient lentement, respectueusement, posant des questions non pas sur le prix ou les conditions, mais sur l'histoire de chaque pièce, de chaque détail. Nicolas a passé la main le long des poutres en bois que Robert avait fabriquées à la main. Beau travail. On sent la main de l'artisan. Hélène se tenait sur la véranda, regardant le lac. C'est si paisible ici. J'imagine combien de beaux moments vous avez dû passer ici. À ce moment-là, j'ai réalisé que je prenais la bonne décision. Ces gens aimaient la maison comme Robert et moi l'aurions aimée. Ils préserveraient son esprit, sa mémoire. Je vous vends la maison, dis-je, et les mots sont sortis facilement, sans regret. Nous avons discuté du prix, juste, bien qu'en dessous de la valeur du marché. Je ne voulais pas profiter de gens qui appréciaient ce qui était important pour moi. Nous avons convenu qu'ils verseraient un acompte maintenant et le reste après que les formalités administratives seraient terminées. Il y a une condition, dis-je avant que nous nous serrions la main. J'aimerais que l'affaire reste secrète jusqu'à ce que tous les papiers soient signés. J'ai une relation compliquée avec mon fils et je ne voudrais pas qu'il s'en mêle. Nicolas et Hélène se sont regardés, mais ont hoché la tête. Bien sûr, Madame Bernard, nous comprenons. Nous avons signé le compromis de vente le jour même et ils ont versé un acompte. Nicolas connaissait un bon notaire qui pouvait préparer tous les documents rapidement. 3 jours plus tard, la vente devait être finalisée.
En rentrant chez moi, j'avais le cœur léger. Je ne trahissais pas la mémoire de Robert. Au contraire, je la protégeais de ceux qui n'appréciaient pas son travail. Je mettais la maison entre de bonnes mains, entre les mains de personnes qui l'aimeraient comme nous l'avions aimé. Et je faisais aussi enfin ce que je pensais être juste, sans tenir compte des désirs d'Édouard, sans me sacrifier à ses caprices. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre. Il ne restait plus qu'à signer les papiers définitifs et à décider comment annoncer la nouvelle à Édouard. Mais cela pouvait attendre. Pour l'instant, je voulais savourer le sentiment de prendre enfin ma vie en main. 3 jours après ma rencontre avec Nicolas et Hélène, j'étais assise à mon vieux bureau, examinant des papiers. Devant moi se trouvait un contrat de vente fraîchement signé et tamponné par un notaire, des chèques confirmant le virement de l'argent sur mon compte et des copies de tous les documents pour les archives. La transaction s'était finalisée rapidement et sans complications. Nicolas connaissait vraiment un bon notaire. La maison du lac ne m'appartenait plus. Étrangement, je ne ressentais aucune amertume ni regret, juste un calme tranquille. C'était comme si Robert avait posé sa main sur mon épaule et m'avait murmuré « C'est bien, Martine. Tu as bien fait. » Maintenant, le plus difficile était de le dire à Édouard. Il n'avait ni appelé ni écrit depuis notre dernière conversation, ce qui était inhabituel. Habituellement, après une dispute, il faisait une pause d'1 jour ou 2, puis soit il se présentait pour s'excuser s'il avait besoin de quelque chose, soit il faisait comme si de rien n'était. Mais cela faisait presque une semaine maintenant, et je n'avais pas eu de ses nouvelles. Je savais qu'il était en colère, attendant probablement que je sois la première à prendre contact, à m'excuser, à proposer un compromis. Autrefois, j'aurais fait ça, mais plus maintenant. J'ai sorti une feuille de papier vierge et je l'ai posée devant moi. C'était démodé d'écrire à la main à l'ère des emails et des messageries. Mais je sentais qu'il était important que cette lettre soit personnelle, qu'Édouard puisse voir mon écriture, sentir qu'il y avait une vraie personne derrière chaque mot, sa mère. « Cher Édouard », ai-je écrit et je me suis arrêtée en regardant ces 2 mots. Que dire ensuite? Comment expliquer ma décision pour qu'il comprenne que ce n'était pas un acte de vengeance, ni l'acte impulsif d'une vieille femme en colère, mais un choix conscient fait après des années de réflexion. Les oiseaux chantaient devant la fenêtre, et leur gazouillis insouciant contrastait étrangement avec la lourdeur de mon âme. J'aimais mon fils, malgré toutes les blessures, toutes les déceptions, toutes les leçons qu'il n'avait jamais apprises. Je l'aimais. Mais l'amour, ce n'est pas la permissivité. L'amour, ce n'est pas laisser une personne devenir pire qu'elle ne pourrait l'être. Quand tu étais petit, continuai-je, et les mots commencèrent à couler, ton père t'a appris à pêcher. Tu te souviens de ce jour au lac? Tu avais 8 ans et tu as attrapé ta première perche. Robert ne t'a pas aidé à la sortir. Il a dit que tu devais le faire toi-même parce que c'est comme ça que tu comprendrais vraiment ce que cela signifiait d'être un pêcheur. Tu as réussi, même si ce n'était pas facile, et la fierté sur ton visage valait tous les efforts. Je pense que je t'ai laissé tomber, Édouard. Je ne t'ai pas laissé combattre tes propres problèmes. Je ne t'ai pas laissé apprendre de tes propres erreurs. J'étais toujours là pour te relever quand tu tombais. Toujours prête à adoucir les conséquences de tes actes. Je pensais te protéger, mais en réalité, je te privais de l'opportunité d'être plus fort. J'ai vendu la maison du lac, non par vengeance, non pour te punir de ne pas m'avoir invité au mariage. Je l'ai vendue parce que je me rends compte que tant qu'elle existera comme un héritage potentiel, comme quelque chose que tu penses t'appartenir de droit, nous ne pourrons jamais construire une relation saine. Les nouveaux propriétaires sont des gens bien qui prendront soin de la maison comme ton père l'a fait. Ils préserveront son esprit, son histoire. Je suis sûre que Robert approuverait mon choix. J'ai partagé l'argent de la vente en 2. J'ai mis la moitié sur un compte que j'ai ouvert à ton nom. Non pas comme un héritage, non pas comme une aumône, mais comme une opportunité de commencer quelque chose de nouveau, de réel. L'autre moitié, je l'ai gardée pour moi, pour la vie, pour les voyages dont ton père et moi avons toujours rêvé, mais que nous n'avons jamais réalisés. J'espère qu'un jour, tu comprendras ma décision. Pas maintenant. En ce moment, tu es probablement en colère et tu penses que je suis une traîtresse. Mais peut-être qu'un jour, tu réaliseras que parfois, le plus grand acte d'amour est de laisser partir. J'ai relu ce que j'avais écrit et j'ai senti les larmes me piquer les yeux. Était-ce la bonne décision? Je ne le savais pas, mais c'était ma décision, non dictée par la peur ou la culpabilité. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans l'enveloppe avec une copie de l'acte de vente et un relevé du nouveau compte ouvert au nom d'Édouard. Puis j'ai écrit l'adresse de son appartement dans l'ouest d'Arles, où il vivait avec Imogène.
L'enveloppe semblait trop légère pour un contenu aussi important. Comme si toutes les années de notre relation compliquée, tous les mots non dits, toutes les occasions manquées pouvaient tenir dans un mince rectangle de papier. J'ai noué mon foulard, mis mon manteau et quitté la maison. La journée était claire mais fraîche. Un automne typique du sud de la France, quand le soleil est brillant mais ne réchauffe plus comme en été. La rue était calme, avec seulement le bruissement des feuilles mortes sous les pieds. La poste était à 5 rues de chez moi. Avant, j'aurais pris la voiture, mais aujourd'hui, j'ai décidé de marcher. J'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées, pour me préparer à ce que j'allais faire. En chemin, j'ai rencontré Madame Lambert, mon ancienne collègue du cabinet comptable. Elle avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vue, mais elle se tenait toujours droite, avec une dignité qui m'avait toujours fascinée. « Martine », me fit-elle signe. « Je ne vous ai pas vue depuis des lustres. Comment allez-vous ? » « Bien, Barbara, répondis-je. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas un mensonge poli. Vraiment bien. Nous avons échangé quelques mots de plus et nous nous sommes séparés, mais cette brève rencontre a été étrangement vivifiante. Barbara était veuve depuis quelques années aussi, mais elle avait trouvé la force de continuer sa vie, faisant même du bénévolat à la bibliothèque locale. Si elle le pouvait, pourquoi pas moi ? Le bureau de poste était presque vide, avec seulement un homme âgé recevant un colis et une jeune femme avec un enfant achetant des timbres. Je me suis mise dans la file, serrant l'enveloppe dans mes mains. Quand ce fut mon tour, un jeune employé que je n'avais jamais vu était derrière le comptoir. Il sourit poliment. « Que puis-je faire pour vous ? » « J'aimerais envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, dis-je en tendant l'enveloppe. Il la prit, vérifia l'adresse et commença à remplir les formulaires nécessaires. « Expéditeur. » Je donnai mon nom et mon adresse et il les écrivit sur le formulaire. « Le destinataire doit-il signer en personne ?» demanda l'employé. Je me demandais si j'indiquais que seul Édouard pouvait recevoir la lettre, alors Imogène ne pourrait pas la récupérer s'il n'était pas à la maison. D'un autre côté, il serait peut-être préférable qu'elle puisse aussi voir le contenu. Après tout, cela la concernait aussi. « Non, » répondis-je enfin. « La signature de tout adulte à cette adresse suffira. » L'employé hocha la tête, termina les formalités et annonça le montant. J'ai payé, j'ai reçu un reçu et un avis qui me reviendrait lorsque la lettre serait livrée. « La lettre devrait vous parvenir demain, » dit l'employé. « Vous recevrez l'avis dans les 3 à 5 jours ouvrables. » Je l'ai remercié et je suis sorti. Un étrange sentiment m'envahit, un mélange de soulagement et d'anxiété. L'acte était accompli. La lettre était envoyée. Dans un jour, Édouard connaîtrait ma décision. Je ne suis pas rentré directement chez moi. Au lieu de cela, je suis allé au petit café du coin où Robert et moi prenions parfois le petit déjeuner le week-end. Il n'avait pas beaucoup changé au fil des ans. Les mêmes nappes à carreaux, les mêmes canapés usés, la même odeur de viennoiserie fraîche et de café. J'ai commandé un thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la rue où les gens passaient. Chacun avec ses propres soucis, ses propres histoires, ses propres relations. Combien d'entre eux étaient des mères comme moi, essayant de trouver un équilibre entre l'amour et la vérité. Combien d'enfants convaincus que leurs parents doivent tout leur sacrifier. Mes pensées sont revenues à Édouard. Comment réagirait-il à ma lettre ? Crierait-il, menacerait-il, essaierait-il de contester la vente ? Ou peut-être la verrait-il comme une opportunité de repartir à zéro, sans le fardeau des attentes et des promesses non tenues ? Je ne le savais pas. Et étrangement, cette incertitude ne m'effrayait plus. J'avais fait ce que je pensais être juste. Le reste était hors de mon contrôle. Après avoir fini mon thé, j'ai laissé un pourboire et je suis sorti. La journée tirait à sa fin et l'air se rafraîchissait. J'ai marché lentement vers la maison, sentant une légèreté dans mes pas que je n'avais pas ressentie depuis des années. À la maison, j'ai allumé la radio. De la musique classique jouait, l'un des concerts préférés de Robert. Je me suis assise dans son fauteuil près de la fenêtre, le même où il aimait lire le journal le dimanche, et j'ai fermé les yeux. Je l'ai fait, Robert, murmurai-je. J'ai enfin lâché prise. J'ai cru sentir sa présence, son approbation. C'était peut-être juste un jeu de l'imagination, mais à ce moment-là, j'ai cru qu'il était avec moi, qu'il comprenait et soutenait ma décision. Ce soir-là, Pascal a appelé. « Comment vas-tu » demanda-t-elle sans préambule. Nicolas m'a dit que l'affaire était conclue. « Oui » répondis-je. « Tout est réglé. J'ai envoyé un courrier à Édouard avec les papiers. »
Et comment te sens-tu? Je me suis demandé. Comment me sentais-je? Triste d'avoir dû vendre une maison qui contenait tant de souvenirs? Coupable d'avoir privé mon fils de l'héritage sur lequel il comptait? En colère qu'il m'ait poussé à prendre cette décision? Libre, dis-je. Enfin. Je me sentais libre. Pascal est restée silencieuse quelques secondes, puis elle a ri doucement. Tu sais, Martine, j'ai toujours dit qu'il y avait une femme d'acier en toi. Je suis contente qu'elle se soit enfin manifestée. Après avoir parlé à Pascal, je suis montée dans la chambre et j'ai sorti un vieil album photo. Il y avait des clichés de toutes les années. Robert et moi, jeunes, Édouard, le bébé, nos voyages en famille, les anniversaires, les vacances. J'ai feuilleté les pages, m'arrêtant à chaque photo, me remémorant les moments capturés. Voici Édouard faisant ses premiers pas, les bras tendus vers son père. Voici son premier jour d'école avec un sac à dos plus grand que lui et une expression sérieuse sur son visage. Nous voici tous ensemble au pied du sapin de Noël avec des cadeaux et des sourires. Ai-je été une mauvaise mère? Avais-je tellement gâté mon fils qu'il tenait pour acquis les soins et le soutien des autres? Ou était-ce autre chose? Le fonctionnement du monde, les pressions sociales, les coïncidences. Je n'avais pas les réponses à ces questions. Et importaient-elles maintenant? On ne peut pas changer le passé. On peut seulement en tirer des leçons et aller de l'avant. J'ai fermé l'album et l'ai remis sur l'étagère. Quoi qu'il arrive demain, quelle que soit la réaction d'Édouard à ma lettre, j'étais prête à y faire face les yeux ouverts. Non pas comme une victime, non pas comme une mère coupable, mais comme quelqu'un qui avait enfin pris la responsabilité de sa propre vie. Avant de me coucher, je suis restée longtemps à la fenêtre à regarder les étoiles. Il était une fois, quand Édouard était petit, Robert et moi l'emmenions dans le jardin pour lui montrer les constellations. Il était si fasciné, posant 1 million de questions. Pourquoi les étoiles scintillent? À quelle distance elles se trouvent, si on peut voler jusqu'à elles? Où ce garçon curieux et ouvert d'esprit s'est-il perdu quelque part sur le chemin de l'âge adulte, enterré sous des couches d'égoïsme, de déception et d'attentes non satisfaites? Peut-être que quelque part au fond de l'adulte Édouard, ce garçon existait encore. Peut-être que ma décision l'aiderait à retrouver son vrai moi. Je ne le savais pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir. Pas pour une réconciliation miraculeuse, pas pour qu'Édouard change soudainement et devienne le fils parfait. J'espérais quelque chose de plus modeste, mais peut-être de plus important, que nous pourrions tous les deux trouver la paix en nous-mêmes, chacun à notre manière. Je me suis allongée, et le sommeil est venu plus vite que d'habitude. Pas de pensée anxieuse, pas de regrets sur le passé ou de crainte pour l'avenir. Juste une acceptation tranquille que la vie continue et qu'il y a encore beaucoup de chemins que je peux choisir. Le matin, je me suis réveillée avec le sentiment qu'un nouveau chapitre de ma vie commençait. La lettre devait parvenir à Édouard aujourd'hui, et cette connaissance ne me rendait pas anxieuse, juste une anticipation tranquille. Je me suis préparé une tasse de café et je suis sortie sur le porche. La journée s'annonçait claire et chaude. Quelque part au fond du jardin, un oiseau chantait, cristallin, joyeux, comme s'il saluait le nouveau jour et toutes les possibilités qu'il recelait. J'ai pensé à la maison du lac qui appartenait maintenant à Nicolas et Hélène. Étais-je triste? Oui, un peu. Mais cette tristesse était légère, comme le souvenir d'une étape de vie bonne mais terminée. La maison continuerait à vivre, à être un lieu de bonheur et de réconfort, juste pour une autre famille. Et cela avait sa propre justesse, son propre ordre naturel des choses. Et ma lettre, mon cadeau de mariage à Édouard et Imogène, était en route vers eux. Pas un acte de vengeance, mais un pas vers la fin du cycle de ressentiment et de manipulation mutuelle, un pas vers la libération pour eux et pour moi. Je ne me faisais pas d'illusions. Il pourrait y avoir des conversations difficiles, de la colère, des accusations à venir. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais prête à y faire face, non pas avec peur, mais avec la certitude que j'avais raison. Après tout, parfois, le plus grand acte d'amour d'une mère est de permettre à son enfant de faire face aux conséquences de ses propres actes. Même si cet enfant a la trentaine, même si cela nous fait mal à tous les deux. L'accusé de réception est arrivé 4 jours après que j'ai posté la lettre. Une petite carte avec la signature d'Imogène, anguleuse, avec des lignes acérées, si différentes de mon écriture arrondie. J'ai fixé cette signature pendant un long moment, essayant d'imaginer ce qui s'était passé quand elle avait ouvert l'enveloppe, quand elle avait lu ma lettre, quand elle avait vu les papiers de vente. Le silence de la part d'Édouard était assourdissant. Pas d'appel, pas de visite, pas de message. Je m'attendais à une tempête. Des cris,
des accusations, des menaces. Mais ce que j'ai eu, c'est le silence. Et ce silence parlait plus fort que n'importe quel mot. Pendant toute une semaine, j'ai vécu dans une étrange incertitude, vaquant à mes occupations quotidiennes, mais m'attendant toujours à un appel ou à un coup à la porte. La nuit, je me réveillais au moindre bruit, pensant que c'était Édouard qui venait me confronter. Mais il ne s'est jamais montré. Pascal passait tous les jours, apportant des pâtisseries fraîches ou simplement de la compagnie autour d'une tasse de thé. Elle ne posait pas de questions sur mon fils, mais je pouvais voir la question dans ses yeux. Pas de nouvelles, répondais-je à la question non posée. Un silence complet. C'est peut-être mieux ainsi, a dit Pascal. Mais nous savions toutes les deux que ce n'était pas la fin de l'histoire, juste le calme avant la tempête. Et la tempête n'a pas tardé. Le jeudi, exactement 10 jours après que j'ai envoyé la lettre, la sonnette a retenti. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, et la sonnerie m'a fait sursauter. M'essuyant les mains sur mon tablier, je suis allé lentement ouvrir, sûr qu'Édouard se tenait sur le seuil. Mais ce n'était pas lui. Sur le porche se tenait une femme d'âge moyen que j'ai reconnue immédiatement. Doris Fabre, la voisine d'Édouard et d'Imogène. Nous nous étions rencontrés quelquefois lorsque je rendais visite à mon fils. Martine. Elle a souri nerveusement. Je suis désolée de vous déranger. J'étais dans ce quartier et je me suis dit que je passerais vous voir. Je savais que ce n'était pas vrai. Doris vivait de l'autre côté d'Arles et elle n'avait aucune raison d'être dans ce quartier. Elle était venue exprès, et nous le comprenions toutes les deux. Bien sûr, Doris. Je me suis reculée, la laissant entrer dans la maison. Entrez. J'allais justement prendre le thé. Nous nous sommes installés dans la cuisine. J'ai versé le thé dans des tasses et j'ai posé sur la table les biscuits que j'avais faits ce matin-là. Doris a pris la tasse, mais n'a pas touché aux biscuits. Elle était manifestement nerveuse, ne sachant pas comment commencer la conversation. « Comment allez-vous, Doris ?» demandai-je, décidant de l'aider. « Kevin va bien. » Kevin était son mari, qui travaillait au garage. « Oui, il va bien. » Elle a bu une gorgée de son thé. « Et vous ?» Je ne peux pas me plaindre. J'ai souri. Mais je ne pense pas que vous soyez ici pour parler de la pluie et du beau temps. Doris a posé sa tasse et a soupiré. Non, vous avez raison. Je pensais juste que vous devriez savoir. Édouard et Imogène ont des problèmes. Je n'ai rien dit, attendant qu'elle continue. Dimanche soir. Doris a regardé par la fenêtre comme pour rassembler ses pensées. Il y a eu un terrible scandale dans leur appartement. Ils criaient tous les deux, mais surtout Imogène. Je n'ai jamais entendu une personne crier comme ça. C'était effrayant. J'ai serré ma tasse plus fort. Alors, ils avaient reçu ma lettre et l'avaient lue. Mon paquet avait donc atteint sa destination. Que s'est-il passé ensuite ? Demandai-je, essayant de garder ma voix stable. Imogène est sortie de l'appartement en trombe, claquant la porte si fort que les murs ont tremblé. Elle criait quelque chose à propos de tromperie, d'Édouard qui lui avait promis une maison, un héritage. Honnêtement, je n'ai pas tout compris. Elle est partie dans sa voiture et n'est revenue que le lendemain. Édouard a été au téléphone toute la nuit, parlant fort, mentionnant un avocat, disant quelque chose sur la contestation de la vente. J'ai senti un frisson me parcourir. Bien sûr, je m'attendais à quelque chose comme ça, mais l'entendre d'une tierce personne n'était pas agréable. Ça n'a pas été calme depuis, a poursuivi Doris. Il se parle à peine. Édouard part souvent tôt le matin et rentre tard. Imogène reste à la maison, parfois en pleurant. Hier, je l'ai rencontrée à la boîte aux lettres et elle avait l'air perdue. Elle m'a demandé si je connaissais un bon agent immobilier. Je pense qu'ils vendent l'appartement. Ils vendent ? Cette nouvelle m'a surprise. Pourquoi ? Doris a haussé les épaules. Je ne sais pas exactement, mais apparemment, ils ont des problèmes financiers. Imogène a dit quelque chose comme « Tous les plans sont tombés à l'eau ». J'ai détourné le regard. Donc, pour Imogène, le mariage avec Édouard était assorti de certaines attentes financières. Une maison de campagne, un héritage. Lorsque ces attentes n'ont pas été satisfaites, quelque chose s'est brisé dans leur relation. Je suis désolée, Martine. Doris m'a regardée avec une sympathie sincère. Je ne voulais pas vous contrarier, mais je pensais que vous devriez savoir. C'est bon, Doris. J'ai souri faiblement. Merci de me l'avoir dit. Elle a fini son thé et est partie peu de temps après,
s'excusant à nouveau d'avoir apporté de mauvaises nouvelles. Je suis restée seule dans la cuisine, pensant à ce que j'avais entendu. Édouard avait donc essayé de contester la vente. Bien sûr, c'était inutile. La transaction était tout à fait légale. Tous les papiers étaient en règle. Mais le simple fait qu'il ait essayé en disait long. Il n'avait pas compris ou ne voulait pas comprendre mon message. Il ne voyait qu'une perte de propriété, une opportunité, et non une tentative de briser le cycle malsain de la relation. Et Imogène. Eh bien, sa réaction n'a fait que confirmer mes soupçons. Elle n'a pas épousé Édouard par amour, mais par calcul, et quand cela n'a pas fonctionné, elle a montré son vrai visage. Je n'ai ressenti aucune jubilation à cette pensée. J'étais fatiguée et étrangement soulagée de savoir maintenant que j'avais bien fait. Ce soir-là, Pascal a appelé. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle sans préambule. « Si tu parles du scandale chez Édouard, oui, répondis-je. Doris Fabre est passée aujourd'hui. Cette commère. » Pascal a reniflé. « Mais oui, à propos de ça. Tout Arles en parle. On ne peut pas cacher des choses comme ça dans une petite ville. » Que dit-on? Beaucoup de choses. Certains pensent que vous avez été cruel. D'autres admirent votre détermination. Les gens aiment les drames des autres. Vous le savez. J'ai soupiré. La publicité était inévitable, mais c'était quand même inconfortable. Je ne voulais pas que mes décisions personnelles soient discutées à chaque coin de rue. Aussi, Pascal hésita. Nicolas a appelé. Édouard est venu les voir, a exigé qu'ils annulent la vente. Il était très agressif, menaçant de poursuivre en justice. Nicolas, bien sûr, a refusé même d'en discuter. Il lui a dit de parler à un avocat s'il avait des questions. J'ai fermé les yeux. Pauvres Nicolas et Hélène. Ils ne méritaient pas d'être traités comme ça. Ils vont bien. Oui. Et ne t'inquiète pas, Nicolas n'est pas du genre timide, et Hélène n'a même pas vu Édouard. Elle était au travail. Mais je pensais que tu devais le savoir. Après avoir parlé à Pascal, je suis restée longtemps en silence, regardant par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait. La situation se déroulait comme prévu. Mais cela ne la rendait pas plus facile. J'avais blessé mon fils, même avec de bonnes intentions, mais je l'avais blessé. Et même si j'étais sûre d'avoir pris la bonne décision, mon cœur de mère me faisait mal. Le lendemain, en rentrant du magasin, il y avait une voiture familière dans l'allée de ma maison, le VUS noir d'Édouard. J'ai ralenti le pas, me préparant à une conversation désagréable, mais il n'y avait personne dans la voiture. Je suis entrée prudemment dans la maison, m'attendant à y trouver Édouard. Il avait un double des clés, mais la maison était vide. Seulement, sur la table de la cuisine, il y avait une enveloppe, la même que je lui avais envoyée, avec ma lettre et les papiers. Et à côté, il y avait une autre enveloppe, plus petite, avec mon nom écrit d'une écriture familière. Je me suis assise à la table et j'ai fixé l'enveloppe pendant un long moment, hésitant à l'ouvrir. Qu'aurait pu écrire Édouard? Des accusations de colère, des menaces, des demandes. Finalement, je me suis ressaisie et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié en deux et une clé, le double des clés de ma maison. J'ai déplié le morceau de papier. Juste quelques lignes. Maman, tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Nous n'avons plus rien à nous dire. Édouard. Un adieu court et froid. Pas d'explication, pas d'excuse, pas de compréhension, juste une rupture. J'ai relu la note plusieurs fois, cherchant entre les lignes quelque chose. De la douleur, de la colère, du regret. Mais il n'y avait que de l'aliénation et de la finalité. La clé parlait plus que les mots. Édouard la rendait. Renonçant au droit d'entrer dans ma maison, renonçant au droit de faire partie de ma vie. J'ai posé la clé sur la table et j'ai fermé les yeux. Quelque part au fond de moi, il y avait l'espoir que ma décision de vendre la maison ne serait pas la fin, mais le début d'une nouvelle relation plus saine entre nous. Mais ce ne fut pas le cas. Édouard avait fait son choix, et ce choix était de partir. Cette nuit-là, j'ai appelé Pascal et je lui ai parlé de la note. Elle a écouté en silence, sans m'interrompre, et ce n'est que lorsque j'ai eu fini qu'elle a dit « Il est en colère ». C'est tout à fait naturel. Laisse-lui du temps. Tu penses vraiment que le temps fera une différence? Demandai-je sans grand espoir. Pascal soupira. Je ne sais pas, Martine, mais tu as fait ce que tu devais faire. Le reste n'est plus entre tes mains. Elle avait raison. J'avais fait un choix,
Et maintenant je devais vivre avec les conséquences, aussi amères soient-elles. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un calme étrange. Je faisais les courses, préparais les repas, lisais des livres, regardais la télévision. La vie ordinaire d'une femme âgée dans une petite ville. Mais des changements se produisaient en moi. J'ai commencé à penser à l'avenir, à ce que je voulais faire des années qu'il me restait, à l'endroit où je voulais les passer. Arles était ma maison depuis près de 40 ans. C'est là que je me suis mariée, que j'ai élevé mon fils, que j'ai enterré mon mari. Tous mes souvenirs étaient ici, tous les fils qui me reliaient au passé. Mais maintenant, beaucoup de ces fils avaient été coupés. Et peut-être était-il temps de commencer à tisser un nouveau motif dans un nouvel endroit. J'ai commencé à faire des recherches sur d'autres villes, pas trop loin d'Arles, mais suffisamment différentes pour donner un sentiment de nouveau départ. Avignon avec sa riche culture et son article. Nîmes avec sa communauté artistique. Montpellier avec son climat doux et sa proximité avec la mer. Pascal était la seule personne à qui j'ai parlé de mes projets. « Tu penses sérieusement à partir ?» m'a-t-elle demandé alors que nous étions assises sur ma véranda par une chaude journée d'automne. « Je pense que oui, répondis-je. Il y a trop de fantômes. Elle a hoché la tête en signe de compréhension. Ce sera étrange sans toi, mais je comprends. Parfois, on a besoin d'un nouveau départ. Je n'ai pas encore pris ma décision, dis-je. Et même si je pars, je pourrai toujours te voir. Je ne vais pas déménager à l'autre bout du pays. Bien sûr, a souri Pascal. Mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Mais avant de prendre une décision, peut-être devrais-tu reparler à Édouard. Essayer d'expliquer. J'ai secoué la tête. Il n'écoutera pas, Pascal. Et je ne suis pas sûre d'avoir l'énergie restante pour expliquer. Parfois, il vaut mieux simplement laisser tomber. Et l'argent, demanda-t-elle. L'argent que tu as mis sur le compte pour lui. Il est toujours là, dis-je. Il peut le prendre à tout moment ou pas du tout. C'est son choix. 2 mois après que j'ai envoyé la lettre à Édouard, j'ai appris par Doris Fabre que lui et Imogène avaient vendu l'appartement et déménagé à Aix-en-Provence. On disait qu'ils avaient de graves problèmes financiers et que le déménagement était une décision forcée. Imogène avait trouvé un emploi dans une boutique quelconque et Édouard, comme d'habitude, cherchait des opportunités. Cette nouvelle ne m'a causé ni joie ni regret. Seulement la tristesse tranquille de réaliser que mon fils n'avait jamais été capable d'échapper au cercle vicieux de ses propres erreurs et illusions. Fin décembre, j'ai pris la décision finale de déménager à Avignon. J'ai trouvé un petit appartement confortable dans la partie historique de la ville, près de la place. J'ai commencé à préparer la vente de la maison d'Arles. En triant mes affaires, j'ai trouvé de nombreuses photos d'Édouard, de son enfance à ses dernières années. J'en ai sélectionné quelques-unes et les ai envoyées à une nouvelle adresse que j'avais apprise par des amis communs. Je n'ai pas écrit de lettres, juste des photos, un morceau de son histoire, de ses racines. Je ne sais pas s'il les a reçues, s'il les a regardées. Il n'y a pas eu de réponse. Pascal m'a aidé pour le déménagement, pour choisir ce qu'il fallait emporter et ce qu'il fallait garder ou vendre. Nous avons passé de nombreuses soirées à trier de vieilles choses, à nous remémorer les histoires qui y étaient associées, à rire et parfois à pleurer. « Tu es sûre d'être prête pour ça ?» m'a-t-elle demandé un de ces soirs alors que nous trions les placards de la cuisine. Recommencer à 68 ans, c'est courageux. Je ne sais pas si je suis prête, répondis-je honnêtement. Mais je sais que je ne suis pas prête à passer le reste de ma vie coincée dans le passé, à attendre des excuses qui ne viendront jamais ou des changements qui ne se produiront jamais. Pascal m'a serré dans ses bras et nous avons toutes les deux pleuré de tristesse, de peur de l'inconnu, mais aussi avec l'espoir qu'il pourrait encore y avoir de bonnes choses à venir. La dernière nuit avant mon départ, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait le tour de la maison vide, disant au revoir à chaque pièce, à chaque coin qui gardait des souvenirs. C'est ici que Robert a appris à Édouard à planter des clous. C'est ici que nous célébrions Noël chaque année. C'est ici que j'ai pleuré après les funérailles de mon mari. Ici, Édouard a annoncé sa première entreprise. C'est ici que je lui ai dit non pour la première fois. Je suis sortie dans le jardin et je me suis assise sur le vieux banc que Robert avait fabriqué des années auparavant. La nuit était claire, les étoiles brillantes. Quelque part au loin, un chien aboyait. Au revoir, murmurai-je à la maison, au jardin, à toute ma vie passée. Pascal est arrivé le matin, m'aidant à charger les dernières de mes affaires dans la voiture. Nous nous sommes dit au revoir en nous serrant dans les bras, toutes les deux, les larmes aux yeux. « Appelle tous les jours », dit-elle sévèrement. « Et je viendrai te rendre visite dans 1 mois.
une fois que tu seras installé. Je le ferai, promis-je. Et tu peux toujours venir plus tôt. Le trajet jusqu'à Avignon a duré plusieurs heures. J'ai conduit lentement, profitant du paysage qui changeait progressivement, des plaines d'Arles aux contreforts vallonnés, puis aux montagnes autour d'Avignon. Mon nouvel appartement était exactement comme je l'avais espéré, lumineux, avec de hauts plafonds et une vue sur les montagnes. Un petit balcon donnait sur une rue calme avec de vieux arbres. Au loin, je pouvais voir le contour de la place historique. En triant mes affaires, j'ai trouvé une vieille photographie de moi, Robert et le petit Édouard devant notre maison à Arles. Tous souriants, heureux. Je l'ai fixée longuement, puis je l'ai posée sur la commode de ma chambre. C'était une partie de ma vie, une partie de moi-même. Je n'allais pas nier le passé ou prétendre qu'il n'existait pas. J'ai juste décidé qu'il ne devait pas déterminer mon avenir. La première nuit dans mon nouvel appartement, je me suis assise sur le balcon, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes, colorant le ciel de nuances de rose et d'or. L'air était pur et frais, avec une légère odeur de pin. J'ai pensé à Édouard, à notre lien brisé. Avais-je mal pour lui? Oui, bien sûr. C'était mon unique enfant, une partie de mon cœur. Mais j'ai aussi réalisé que parfois, l'amour s'exprime en laissant partir, en laissant une personne vivre avec les conséquences de ses décisions. Même si cela nous fait mal à tous les deux. Peut-être qu'un jour, Édouard réalisera que je n'ai pas fait ça par vengeance, mais par amour. Une forme d'amour étrange, difficile, mais de l'amour quand même. Peut-être qu'un jour, il trouvera la force de changer sa vie, d'arrêter de chercher des solutions faciles et des coupables extérieurs à ses problèmes. Peut-être qu'un jour, nous pourrons nous reparler, non pas comme une mère et un fils pleins de ressentiment, mais comme deux adultes avec respect et compréhension. Ou peut-être que non. Et je devais aussi accepter cette possibilité. Pour l'instant, j'avais une nouvelle vie, une nouvelle ville, de nouvelles opportunités. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seulement la mère d'Édouard, ni seulement la veuve de Robert, mais moi-même, Martine Bernard, une femme avec ses propres désirs, ses propres rêves et son droit au bonheur. Demain, j'irai explorer mon nouveau quartier, peut-être que j'irai dans un café local, que je rencontrerai les voisins. Après-demain, je m'inscrirai à un cours de peinture ou de poterie. J'ai toujours voulu essayer quelque chose de créatif, mais je n'ai jamais trouvé le temps. Et ce soir, je vais juste m'asseoir ici sur le balcon et regarder les étoiles apparaître une par une dans le ciel qui s'assombrit. Les mêmes étoiles qui brillaient sur ma vieille maison à Arles, sur la maison de campagne au bord du lac, sur la nouvelle vie d'Édouard à Aix-en-Provence, les mêmes étoiles qui nous relient tous, même lorsque nous sommes loin les uns des autres. Et il y avait un étrange réconfort dans cette pensée, une étrange paix. La vie continue, change, coule comme une rivière. Et j'étais enfin prête à nager avec le courant, sans m'accrocher au rivage du passé, sans avoir peur de ce qui m'attendait au tournant.